Bonjour et bienvenue sur Human First, le podcast business qui parle plus d'humains que de chiffres. À chaque épisode, je vous emmène à la rencontre de professionnels qui ont osé voir le monde du travail différemment. Comment ? En plaçant l'humain au cœur de ses priorités et de sa stratégie. Je suis Cécile Chaperon, entrepreneuse, RH, coach et militante pour un monde du travail plus épanouissant et plus responsabilisant. Et maintenant, place à notre invité du jour. Bonjour Lise-Marie. Bonjour Cécile. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour que tu nous parles de la façon dont on travaille chez FlexJob. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es ? C'est une grosse question. Alors, je suis Lise-Marie Biez et par rapport à ce qu'on va se dire aujourd'hui, je vais utiliser deux facettes de ce que je suis, c'est-à-dire que j'ai travaillé dans des entreprises plutôt larges, un grand groupe international avec 17 000 personnes pour laquelle j'ai occupé plusieurs rôles, dont celui de chef de projet transversal, puis notamment celui de directrice générale pour la société en France et DRH sur une partie continentale, donc sur plusieurs pays. Ça a été une des parties de ce que j'ai fait. Et puis aujourd'hui, je parle d'un autre bout de l'écharpe parce que je travaille notamment avec FlexJob, qui a un fonctionnement un petit peu particulier, très différent de ce que j'ai connu jusque-là. Donc je pense que c'est sans doute là-dessus que tu voudrais m'interroger. Est-ce que tu pourrais nous présenter justement FlexJob et surtout son organisation interne ? Oui, alors FlexJob, c'est une entreprise qui a été créée il y a 7 ans environ à Lyon, sous l'impulsion de Jérémy Bataille, qui lui-même sortait d'un parcours plutôt classique d'ingénieur dans une entreprise organisée de manière classique, on va dire ça, et qui se disait que le modèle était un petit peu à bout de souffle et que les collaborateurs avaient envie, besoin de plus d'autonomie ou de plus se saisir des sujets ou bien de plus de flexibilité dans la manière de travailler. Sur cette intuition forte, au-delà de l'aspect générationnel, sur cette intuition forte, il s'est dit qu'il fallait créer une manière de mettre en relation les entreprises qui cherchaient à recruter des gens en leur proposant des postes flexibles, que ce soit une flexibilité d'horaire, de lieu, voilà, et des personnes qui cherchaient ce type d'emploi. Et puis progressivement, on a été plusieurs à rejoindre la structure et les entreprises qu'on accompagnait sur du recrutement donc nous ont demandé de les accompagner plutôt sur la partie organisationnelle et plutôt sur la partie conseil sur ces sujets-là. Alors on n'a pas eu envie de dire qu'on connaissait la vérité vraie parce que c'est pas l'impression qu'on a. On n'a pas eu envie de vendre une méthode parce qu'on a l'impression qu'il y a autant de pratiques qu'il y a d'entreprises, parce qu'il y a autant d'entreprises qu'il y a de situations. En revanche, on s'est dit qu'on pouvait sans doute faciliter, on pouvait sans doute accompagner leur transformation vers justement des autres manières de travailler, des autres manières de s'organiser, des autres manières d'engager les collaborateurs, des autres manières de créer de la valeur, voilà, tout simplement. Plutôt sur l'aspect facilitation, donc, que l'aspect conseil. Quand on a préparé l'interview, tu m'as dit que c'était pas une entreprise qui était née comme ça, que c'était pas forcément natif. Alors, quelles ont été les premières pierres, du coup, quand vous vous êtes lancé dans cette transformation pour FlexJob ? Alors oui, effectivement, là, je t'ai parlé plutôt de notre activité et pas énormément de notre gouvernance. La particularité de notre gouvernance, c'est qu'on a une gouvernance dite partagée. Et tu vas voir que dans ma conversation, je vais utiliser beaucoup de ces entre guillemets qu'on entend un petit peu. J'utiliserai pas le terme entreprise libérée parce que c'est pas un terme avec lequel je suis en accord pour plusieurs raisons dont on pourra parler ensemble. Mais ce qui est sûr, c'est que on a construit petit à petit, d'une manière un petit peu buissonnière, c'est-à-dire en essayant par petites touches, une manière d'organiser nos activités et puis également notre prise de décision et puis également nos prospections, la manière dont on allait être tourné vers l'avenir, vers le marché, se structurer par rapport à ça, la prospective, partagée, c'est-à-dire avec l'envie tous d'être impliqués, engagés, informés sur l'ensemble de ces éléments-là. Et c'est vrai qu'au début, je ne crois pas que l'entreprise soit née en se disant tiens, voilà comment on veut faire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est né sur une envie, un appétit
je pense, une étincelle autour du fait que pour avoir de l'énergie, pour avoir du plaisir, pour avoir faim d'avancer dans ce qu'on fait, on avait envie d'être entièrement impliqué dans la vie de notre entreprise, et c'est comme ça qu'on l'a montée. Mais pas avec l'idée de se dire nécessairement on va suivre un modèle qui serait le modèle de l'entreprise dite libérée ou bien autre chose. Et très concrètement, ça se caractérise par quoi chez FlexJob, cette entreprise partagée dont vous parlez? Il y aurait beaucoup de très concrètement, parce qu'en fait, les éléments qui montrent qu'on est une entreprise à gouvernance partagée, ils sont assez pléthoriques au sens où souvent dans la journée, je me dis tiens, ça c'est vraiment spécifique à FlexJob. Je me le dis d'autant plus que moi je viens d'un univers différent où j'avais un positionnement différent et puis une répartition de l'autorité très différente, mais on va avoir des rituels réguliers avec des fonctions qui sont quand même bien définies. Il y a des rituels qui sont des rituels opérationnels et il y a des rituels qui sont de l'ordre de la gouvernance, c'est-à-dire qu'on va ensemble travailler sur des éléments qui concernent davantage la manière dont on veut travailler, la manière dont on prend des décisions. Ça peut être sur des éléments comme le système de rémunération qu'on va réviser, revoir, améliorer, modifier, ou bien ça peut être sur la façon dont on va prendre la décision de lancer un recrutement ou pas. Ça peut être sur la manière dont on va gérer les congés, ou bien sur une décision autour d'un investissement, par exemple. Donc, on a des réunions de gouvernance partagées où sont nécessairement présents l'ensemble des membres de l'entreprise, mais non seulement nécessairement présents, mais avec un poids et un rôle plus qu'un poids d'ailleurs, parce que c'est pas pesant, hein, égal entre les membres. Justement, tu parlais de répartition de l'autorité. Selon toi, ces réunions de gouvernance permettent on va dire, de faire autorité ou c'est une façon de manager selon toi? C'est intéressant ce que ce que tu me dis, Cécile, sur l'autorité. Je réfléchis en même temps que je t'écoute. J'aurais pas dit le terme autorité, tu vois. J'aurais dit le terme responsabilité dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on a des périmètres de responsabilité, on a des rôles, on a des redevabilités, des missions qui sont attendues de nous, soit des missions récurrentes, hein, alors vraiment sur le côté, il y a quelqu'un par exemple qui est davantage en charge que les autres de préparer l'ensemble des reportings financiers et de nous les présenter pour faciliter la compréhension pour tous, ou bien il va y avoir des redevabilités en termes de projets. Par exemple, un gros investissement qu'on lance, une équipe projet sur le sujet, voilà, avec la particularité que ce sont des rôles tournants, c'est-à-dire que on peut avoir pendant une période un de ces rôles-là, et puis ensuite ce sera peut-être tournant. Parfois, ça va tourner parce qu'on a décidé que ce type de rôle-là ne pouvait pas être concentré sur la même personne pendant une période plus longue une période qu'on aura décidé. Parfois, ça peut être parce qu'on fait des élections sans candidat, c'est-à-dire qu'ensemble, on propose la personne qui, dans l'entreprise, nous semble à ce moment-là la plus à même de, ou bien ça peut être sur la base du volontariat. Mais la particularité, je crois, Cécile, par rapport à tout ça, pour moi, qui à nouveau est largement expérimenté, et avec plaisir et avec succès, hein, le monde de l'entreprise un petit peu plus traditionnel, la particularité, c'est justement cet engagement et ce niveau d'information qui est assez élevé chez tous les membres de l'entreprise. En sachant qu'aujourd'hui, pour comme donner une idée, on est 12. Je te parle d'un fonctionnement qui correspond au fait qu'on est 12 avec quand même 3 bureaux séparés, donc on n'est pas tous au même endroit. Peut-être que ce fonctionnement sera différent lorsqu'on sera 20, ou sans doute qu'il sera différent lorsqu'on sera 30, 40, 50, etc. Oui, c'est un fonctionnement qui permet de s'adapter à chaque fois que vous grossissez ou à chaque nouveau projet, etc. Vous vous adaptez en fait. Exactement, c'est-à-dire que c'est un mélange de structures, hein. On a quand même beaucoup d'éléments cadrés des éléments sur lesquels on s'est mis d'accord. On a co-construit nos modes de fonctionnement. On les a co-construits, ce qui permet de s'assurer que l'ensemble des personnes ont bien conscience de pourquoi ce mode de fonctionnement-là, de quelles sont les attentes, et puis également quel est le périmètre d'autonomie dans lequel on agit. Mais en même temps, on est prêt à itérer très rapidement, c'est-à-dire qu'on sait que si l'un des éléments sur lesquels on s'est mis d'accord ne correspond pas ou ne correspond plus,
eh bien, il faut le faire bouger. Et le fait d'avoir des gouvernances, je pense des réunions de gouvernance partagées et une responsabilité très partagée sur ce sujet, ça fait que chacun est très plein d'initiatives. Moi, je crois que l'une des différences majeures que je vois par rapport à ce fonctionnement-là et d'autres, c'est la prise d'initiative qui est presque un attendu de la part des collaborateurs. Et lorsqu'on recrute des gens, on a tendance à chercher ce type de comportement-là, ce type de signal, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à prendre les choses en main eux-mêmes sans nécessairement attendre de l'entreprise que quelqu'un d'autre propose. Et pourtant, on parle vraiment beaucoup en ce moment de crise de sens, de désengagement, etc. Et quand on parle avec toi, on a l'impression que c'est pas du tout le cas chez vous. Ce serait quoi l'ingrédient majeur qui fait que ça marche chez vous et qu'on reste engagé quand on travaille chez vous? Alors je crois qu'on peut trouver du sens dans des entreprises qui ont une organisation très différente de la nôtre, hein. Moi je pense pas que ce type d'organisation soit le seul mode d'organisation qui fonctionne, ça c'est très important de se le dire. De la même manière que j'utilise pas le terme libéré comme je te disais parce que ça voudrait dire que les entreprises qui ne sont pas sous ce mode-là seraient pas libres et c'est pas le cas. C'est toujours difficile de mettre des mots parce qu'on a tendance à caricaturer un petit peu les choses dans le thème de l'entreprise dite libérée ou bien gouvernance partagée. Je trouve qu'on tombe vite dans la caricature. Au-delà de ça, par rapport à ce que tu dis, la notion d'engagement, je crois qu'elle vient du fait que on sent qu'on a les moyens d'agir, on sent qu'on a la possibilité, l'autorité, si tu disais ça tout à l'heure, l'autorité d'agir, c'est-à-dire on est tout à fait légitime. On a cette légitimité. Et la prise d'initiative est valorisée. Non seulement on est légitime, mais en plus on est valorisé dans nos prises d'initiative et nos propositions sur ce sujet. Et en plus de ça, le droit à l'erreur est évident. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible de se tromper, hein. On le sait tous, quel que soit le milieu. Parfois, on prend une décision, elle nous semble éclairée, et puis on réalise que finalement, c'était pas ce qui était le plus pertinent par rapport à un environnement qui est changeant, une situation qui est complexe. C'est pas quelque chose qui pose souci dans notre collectif. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas très exigeant en termes de qualité. Je crois qu'il y a une exigence de qualité qui est d'ailleurs encore plus grande, et sans doute ça va avec l'engagement. C'est-à-dire que puisque chacun est responsable de ce qui se passe, et chacun est responsable de la manière dont on construit, dont on continue à construire en permanence ce collectif et la manière dont il fonctionne, on est nécessairement engagé. C'est-à-dire que si on veut que quelque chose se passe, il faut être là. Et puis comme chacun est engagé, je crois que chacun encourage les autres à l'être également, parce que il faut suivre, en gros, ce collectif qui bouge, qui est en mouvement. Tu m'avais parlé de sécurité psychologique aussi que tu trouvais très forte chez FlexJob. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors ça va un petit peu avec le droit à l'erreur. L'expression droit à l'erreur, on la connaît bien, hein, c'est un élément dont on parle beaucoup. Et puis après, on a eu tendance à mettre dos à dos le fameux binôme confiance versus contrôle. La confiance n'exclut-elle pas le contrôle, etc. Moi, ça me lasse un petit peu ce genre de conversation. Après, je comprends que ce soit très structurant pour nous et je pense que ça mérite d'être abordé dans les entreprises, surtout lorsque on a des activités qui demandent un fort niveau de maîtrise et de contrôle. Ceci étant dit, la sécurité psychologique, je crois que c'est autre chose. Alors c'est un concept qui est très développé par Amy Edmondson, qui est une chercheuse en organisation américaine très inspirante selon moi. Et la sécurité psychologique, c'est ce qui fait que justement on se sent libre de prendre des initiatives et même on se sent encouragé et valorisé dans nos initiatives sans que la notion de crainte d'échec ou bien de crainte des conséquences d'un éventuel échec soit plus forte que, au contraire, le plaisir qu'on va avoir ou la volonté qu'on va avoir de prendre des initiatives, d'agir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où on peut être dans la crainte de ne pas réussir. Ce qui est sûr, c'est que cette crainte, elle est jamais supérieure à l'effet positif qu'on a d'essayer. Cette sécurité psychologique, est-ce que c'est une question d'état d'esprit ou est-ce que vous avez mis en place des choses concrètes qui amènent cette sécurité psychologique? Alors je crois qu'on la renforce, je crois qu'on renforce cette sécurité psychologique par autant d'aspects comportementaux cohérents. Ce qu'on cherche, c'est vraiment la cohérence par rapport à ce qu'on vise, tu vois. Si on se dit, ok, chez nous, on attend que les gens prennent des initiatives et puis qu'ils essayent des choses et qu'ils se fassent plaisir au travail
et qui fassent des tâches qui leur donnent de l'énergie, parce qu'en fait, il s'agit surtout de ça. On est vraiment sur une base de volontariat dans ce qu'on réalise. On va se saisir de tel ou tel projet selon notre appétence, autant que sur notre compétence, par exemple. Pour valoriser ça, on fait très attention à ce que les comportements sont les bons. Je te donne un exemple ultra pratique. On communique beaucoup, jamais par mail, par exemple. On communique pas par mail entre nous. On communique beaucoup en messagerie instantanée sur Slack, qu'on a organisé et structuré selon le type de conversation qu'on va avoir, c'est-à-dire plus ou moins synchrone ou asynchrone. Mais lorsque quelqu'un ressent trop de déséquilibre par rapport soit à sa charge de travail actuelle, ce qui arrive régulièrement, ou bien soit par rapport à une mission qui lui semble quand même trop en dehors de sa zone de confort ou d'envie d'essai, ça pose absolument aucun problème de le dire. Et les comportements en face sont toujours qu'il y a toujours plusieurs personnes qui encouragent par rapport à ça, donnent des conseils, donnent de leur temps très librement et de manière complètement volontaire, ou bien même remplacent quelqu'un sur une mission ou sur un projet au pied levé. Et c'est pas un problème de notre côté, ça. Ça participe à ce côté sécurité psychologique. Ce qui participe aussi, sans doute, c'est qu'on réfléchit beaucoup à la manière dont on fonctionne les uns les autres, qu'on a conscience de notre diversité, qu'on a conscience de notre volonté de vouloir faire les choses ensemble, mais qu'on n'est pas pareil, qu'on fonctionne pas de la même manière. Et on est vigilant sur ce sujet-là. C'est-à-dire que si je sais que l'un de mes collègues a besoin davantage de données chiffrées pour se sentir assuré et rassuré par rapport à un investissement, je fais preuve de davantage de patience par rapport au fait que peut-être la prise de décision à laquelle il participe me semble plus longue que ce que je ferais moi, qui vais avoir besoin d'éléments prospectifs davantage que chiffrés. Je te donne un exemple sur ce sujet, mais je crois qu'en gros, on a une vigilance individuelle et collective constante sur ce sujet-là. Et on n'hésite pas à se faire du feedback positif, très souvent positif. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris quand j'ai rejoint le collectif, où j'avais même tendance à trouver que c'était un peu trop au début. Et puis un feedback également constructif, c'est-à-dire qu'on va dire, tu vois, là j'ai trouvé que dans ta prise de parole en réunion, l'idée que tu as essayé de développer, elle n'était pas très audible parce que tu l'as exprimée d'une manière qui a eu tendance à détourner l'attention de ton idée pour au contraire donner l'impression que tu critiquais celle de l'autre. Et on le fait très régulièrement pour que ce soit un exercice fréquent, à la fois en termes de réflexe, tu parlais d'état d'esprit, mais également en termes d'organisation. C'est-à-dire qu'on a chaque année une période de feedback où chacun, les uns les autres, on prend un temps. En général, on va marcher, on fait beaucoup de réunions en marche chez nous. On va marcher et on discute ensemble pour faire du feedback à l'autre et on est entièrement concentré sur l'autre à ce moment-là pour le dire, tu vois, sur la période qui s'est écoulée, j'ai trouvé que tu avais beaucoup progressé et investi sur ces sujets-là. Ça nous a permis ça au sein de l'entreprise. Ça nous permet de remercier également. Et puis par rapport à ça, j'ai eu l'impression que tu étais encore en phase d'amélioration. Voilà l'effet miroir que je peux te faire, comment est-ce que tu sens les choses, etc. Et ça, c'est un moment riche, c'est un moment qui participe à la sécurité psychologique, c'est un moment qui participe au fait qu'on est très exigeant également envers nous-mêmes par rapport à la qualité qu'on aime fournir. C'est vraiment un élément qui nous plaît, ça. Quand les choses sont vraiment, vraiment de la qualité qu'on attendait, on ressent vraiment beaucoup de plaisir tous ensemble. Et puis ça nous permet également d'une manière organisationnelle de construire certains de nos processus, par exemple la rémunération. C'est un grand moment important, ça, c'est un moment difficile au sens compliqué, complexe. C'est pas facile de parler d'argent, c'est pas facile de se positionner. Et on se sert de ces feedbacks-là pour pouvoir faire chaque année une proposition d'augmentation pour nous-mêmes au collectif. En disant, voilà, j'ai pris le feedback de mes collègues, j'ai entendu ça, je retiens que j'ai un travail, une opportunité d'amélioration sur ces sujets, j'ai travaillé là-dessus, j'estime que ma rémunération serait juste à ce niveau-là, voilà. Et on a des échanges là-dessus. Donc tu vois, c'est toujours complexe, c'est-à-dire qu'il y a il y a à la fois des éléments qui sont des éléments presque de réflexe dont on n'aurait plus conscience, et il y a des éléments qui sont écrits par notre gouvernance, et cette gouvernance-là, c'est nous qui la co-construisons. Et est-ce que vous vous êtes formé, par exemple, au feedback ou au type de personnalité ? Oui. Alors sur la partie type de personnalité, on s'est formé assez récemment. On a la chance d'avoir des personnes qui amènent des compétences assez riches sur ces sujets au sein du collectif.
Donc, on se forme beaucoup entre nous. On a cette valeur-là, je crois aussi. La valeur de l'apprentissage, c'est très important pour nous. Et la valeur de la transmission, c'est très important pour nous. Donc, typiquement, on s'est formé en interne sur ce sujet, mais on se forme également à l'externe. Et on a un système de formation qu'on vient de mettre en place qui donne à chacun une enveloppe de... tu vois, cette année, je vais te dire exactement, on a une petite structure, mais on a une enveloppe chaque année, cette année, par personne de 1 000 euros, que chacun est libre d'engager de la manière dont il le souhaite sur la formation qu'il souhaite, en sachant qu'on a quand même ensemble décidé des grands piliers de formation en lien avec la stratégie de FlexJob, en lien avec son environnement, son contexte, ses clients, qui pourraient être des piliers sur lesquels on aurait envie d'amener plus d'expertise encore, plus de compétences pour nous, pour nos collègues, pour nos clients. Et chacun est libre de se positionner là-dessus et d'aller se former sous le format qu'il souhaite. Alors ce format, ça peut être une formation classique, ça peut être une formation en ligne, et ça peut être aussi des choses qu'on fait de plus en plus parce qu'on a des clients qui sont ouverts à des choses variées, puis on a la chance de rencontrer des entreprises formidables qui font des choses très différentes, et donc parfois on se forme même directement chez les clients ou chez les entreprises, d'autres entreprises qui nous accueillent pour des temps d'observation. Et ça fait partie des éléments qu'on met en place parce que on estime que là aussi, il faut pas être dans un carcan. Il faut penser large, il faut penser opportunité, et puis tout ce qui fait plaisir et qui donne de l'énergie davantage que le contraire. Est-ce que, puisque en filigrane, on entend vraiment beaucoup de confiance en fait dans votre fonctionnement, est-ce que tu pourrais nous parler, alors ça tu m'avais dit que c'était quand même plus anecdotique finalement, puisque c'était un détail de votre fonctionnement. Est-ce que tu pourrais me parler de la façon dont ça fonctionne pour vous, les congés? Oui, euh, c'est vrai, je me souviens. Alors effectivement, pour moi, c'est un détail au sens où c'est un petit peu comme ce fameux truc de l'entreprise libérée, dite libérée. Ça a tendance à focaliser pas mal de mythes, pas mal de clichés. Loïc Le Morlaec, notamment, a sorti un ouvrage qui s'appelle Fake Management, que j'ai encore pas complètement lu, mais je recommande parce que c'est intéressant justement sur ce côté casser ces mythes-là. En revanche, moi, je suis pas dans le mythe, je suis dans la réalité aussi sur cet aspect-là. Donc, même si j'ai conscience que tout n'est pas si simple, effectivement, on a un fonctionnement qui peut faire rêver, c'est-à-dire qu'on a des congés illimités qu'on est libre de poser. Alors ça, c'est sur le papier, et c'est vrai, et c'est vrai, c'est-à-dire on va pas compter 5 semaines. On va quand même être vigilant à différents points. C'est pour ça que je pense que souvent il y a un petit peu de cliché derrière. Notamment, première vigilance, on fait attention à ce que les gens prennent leur congé. Parce que, un petit peu comme quand les gens travaillent à distance, parfois il y a une sorte de surengagement. Dans notre entreprise, qui est une entreprise très enthousiasmante, notre carburant, en fait, je pense que c'est l'enthousiasme. Et c'est pas pour de faux, ça, c'est véridique. Et on a des moments où on est fatigué, comme tout le monde. Il y a des moments où c'est un petit peu plus difficile, il y a des moments où il y a des choses qui nous demandent plus d'efforts, mais on carbure à l'enthousiasme. Par rapport à ça, il faut quand même s'assurer que les gens se reposent. Donc, on a une sorte de vigilance collective sur ce sujet-là. Cette vigilance collective, elle est à la fois assurée par le groupe, elle est aussi assurée par le binôme, parce que chaque personne est associée à ce qu'on appelle un buddy, c'est-à-dire son binôme, qui est une personne dans l'entreprise avec qui, sans lien hiérarchique bien sûr, puisqu'on a une hiérarchie à plat, on va avoir des échanges réguliers sur juste soi-même, c'est-à-dire comment je me positionne par rapport au fonctionnement de FlexJob en ce moment. Est-ce qu'il y a des éléments de culture de FlexJob avec lesquels je ne serais pas entièrement alignée, sur lesquels j'aurais besoin d'échanger? Comment je vois mon évolution, etc. Et aussi, pourquoi pas, comment je vois ma charge de travail? Est-ce que j'ai besoin d'aide sur ce sujet pour prendre un petit peu de recul? Est-ce que je prends bien mes congés? Est-ce que j'utilise bien mon budget formation? L'ensemble de ces sujets-là. Et par rapport au congé, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que à la fois c'est libre, à la fois c'est cadré. D'abord cadré par ce qui est légal, il y a un minimum légal à respecter. Et l'autre élément, c'est qu'il y a un minimum opérationnel qui est quand même très important. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que c'est une entreprise, FlexJob. On a des clients, on a des projets, on a des contraintes, bien sûr. Ces congés, quand on les prend, on les pose, on en parle à nos collègues, on vérifie si c'est bien OK par rapport à la charge de l'équipe à ce moment-là. On évite les périodes où
on est en charge maximale parce qu'on sait que notre absence aurait tendance à repousser la charge sur les autres. Et je crois que tout le monde reste raisonnable. Moi, c'est quelque chose que je regardais avec un petit peu de circonspection au début. J'ai jamais vu de dérapage sur ces sujets-là. En fait, ça me donne l'impression que dans votre gouvernance, il y a tout ce que vous avez mis en place fait qu'on se parle énormément. On est obligé, en fait, pour tous les sujets, de venir le mettre sur le collectif. Et j'imagine que ça donne beaucoup du fait de se dire les choses et pas de non-dits, etc., dans la relation. Alors oui, et on apprend en marchant sur ce sujet-là, c'est-à-dire que là aussi, pour être vraiment réaliste, il faut bien se dire que comme l'ensemble des collectifs, ce qu'on est aujourd'hui, c'est pas ce qu'on était hier et c'est pas ce qu'on sera demain. Il y a des moments où on a été moins fort sur certaines choses et puis des choses qu'on apprend. On a appris parfois sans erreur et parfois on a appris avec erreur. Hein. Sur cette notion de non-dit, je trouve qu'on a beaucoup progressé, effectivement. Non pas qu'il y ait eu des non-dits, hein, mais on est vigilant sur ce sujet-là. Effectivement, il y a beaucoup d'échanges qu'on va aller chercher soit justement, comme je te disais tout à l'heure, avec ce fonctionnement binôme pour les gens qui seraient pas à l'aise avec un groupe collectif, soit avec des rituels d'équipe qui sont fréquents. Maintenant, il y a des moments où on a l'impression de pas parler assez, où certaines personnes vont avoir l'impression de pas parler assez parce que on est en grosse période opérationnelle. Ça a été le cas là au mois de juin-juillet, et peut-être que certains n'ont pas pu participer à l'ensemble des réunions d'équipe et que ça a enlevé une partie de ces opportunités d'échange, ou bien parce que maintenant on est scindé en 3 bureaux, eh bien ça rend les choses plus compliquées là-dessus. Tu vois, on n'a pas de leçon à donner là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'on est vigilant. On est vigilant sur le fait qu'effectivement beaucoup de ce qu'on fait fonctionne sur l'échange, et en même temps, on sait par moment qu'on n'a pas nécessairement le temps d'échanger et qu'il faut avancer et que c'est OK et qu'on se fait confiance sur ce sujet-là. Lorsque il y a un membre de l'équipe qui en ressent plus d'inconfort parce qu'il a l'impression, par exemple, qu'il y a une décision qui est en train de se prendre, que c'est un peu rapide, qu'il a besoin d'échanger sur le sujet, on n'hésite pas à le signaler, expliquer qu'on a besoin d'échanger là-dessus parce que peut-être on a besoin de mûrir l'idée davantage, et on essaye de trouver le temps nécessaire pour avoir des échanges, soit en petits groupes, soit en binôme. Selon toi, ce serait quoi le plus gros challenge auquel FlexJob doit faire face sur ce sujet en ce moment? Alors, la difficulté de la gouvernance partagée, selon moi, c'est que c'est un système qui n'en finit pas de se créer, et c'est à la fois très positif, très itératif, très agile, en gros, si on voulait utiliser ces mots-là. C'est beaucoup plus facile d'être adapté, tu vois, à un changement du marché, ou bien un changement de vie d'équipe, ou bien des éléments de ce type-là. Et c'est une organisation apprenante, tu vois, qui apprend en permanence. Donc ça, c'est très bien. La difficulté, c'est que par moment, il faut arriver à trouver le bon équilibre entre on modifie en permanence pour améliorer, on itère, et les moments où il y a besoin de figer un petit peu sur un fonctionnement qui n'est pas parfait mais qui fait le job pour le moment, parce qu'on va avoir besoin de cette stabilité-là pour réorienter l'énergie qui était utilisée pour ce projet-là sur un autre élément, d'autant plus qu'on n'est pas un collectif énorme. Ça, c'est un des enjeux, trouver le bon équilibre entre avancer, être dynamique, prendre des décisions, le faire rapidement, et pourtant prendre le temps nécessaire pour répondre à cette valeur ou bien cette envie de gouvernance partagée. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire en sorte que chacun prenne l'ensemble des décisions, parce que ça c'est impossible. Il ne s'agit pas de chercher le consensus, parce que ce serait pas du tout une bonne idée. Mais il s'agit de faire en sorte quand même que chacun soit bien toujours engagé et aligné, c'est-à-dire pas nécessairement d'accord, mais en ayant compris quand même pourquoi la décision est prise et en étant capable d'avancer avec. Ça demande quand même pas mal d'investissement en temps. Ça peut être frustrant parfois. Et moi, les moments où je me sens le plus tentée peut-être de revenir à un fonctionnement différent, c'est pas une tentation qui dure très longtemps, hein, mais le moment où je me questionne quand même, c'est ces moments-là. Je me dis, tiens, là, par exemple, si j'avais ma casquette de directrice générale, si j'avais ma casquette de senior manager comme je l'ai eu, ça irait plus vite et ça passerait après. On peut pas fonctionner comme ça. Alors ça, c'est un des éléments, cet équilibre-là. L'autre élément, c'est la croissance.
Comme je le disais, on fonctionne pas aujourd'hui de la même manière qu'on fonctionnera demain. Il y a sans doute des gens qui ont travaillé avec FlexJob il y a 2 ans et qui reconnaîtraient peut-être pas énormément certains aspects de notre fonctionnement parce qu'on a beaucoup appris, beaucoup évolué. Moi, j'en suis très fière. Mais je pense qu'il y a également des façons de fonctionner aujourd'hui qui correspondent à notre taille et qui correspondront pas à notre taille demain. Ça m'appelle, comme mes collègues, à vigilance sur le sujet, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des éléments sur lesquels on a beaucoup travaillé, on a l'impression d'avoir atteint une stabilité de fonctionnement et peut-être qu'il faudra faire évoluer ce fonctionnement-là. Par exemple, je te parlais de la rémunération tout à l'heure et du feedback. Les tours de rémunération qu'on a, c'est-à-dire le premier tour, on va aller demander du feedback. Le deuxième tour, on va faire notre proposition. Le troisième tour, les gens peuvent venir poser des questions en disant « Écoute, t'as proposé tant, ça me paraît beaucoup, je suis étonnée, etc. » C'est quelque chose qui est consommateur de temps. C'est possible de le faire à 12 personnes. À mon avis, ce sera beaucoup plus complexe lorsqu'on sera 20 et il faudra à nouveau se réinventer. Et comme l'énergie, c'est quand même notre carburant, on sait par moment que il peut y avoir des petites baisses d'énergie sur ce sujet-là. Donc moi, j'ai tendance à être vigilante là-dessus, sur le fait que, à la fois dans la prise de décision, ce sera parfois compliqué parce qu'on est en bureau dispatché, parce qu'on grandit, parce que parfois il faut aller vite, de toujours s'assurer qu'on a bien le niveau d'alignement exceptionnel qu'on a aujourd'hui, qui fait qu'on est tous très engagés, d'une part, et puis également le fait qu'il faudra quand même accompagner cette croissance avec un fonctionnement qui devra évoluer. C'est en même temps, ça demande plus de temps et en même temps, ça vous permet d'être hyper aligné. Donc c'est C'est trouver ça. C'est-à-dire, l'équilibre entre tout ça. c'est vraiment, j'ai un collègue qui dit il faut prendre le temps d'aller vite et je pense que c'est quand même pas mal ça. C'est-à-dire qu'on prend beaucoup, beaucoup de temps. Il y a des périodes, mais vraiment au début, moi j'étais très surprise de ça, impatiente d'aller plus vite. Et je me suis rendu compte que j'avais pas entièrement raison. J'avais raison peut-être de penser ce que je pensais, mais c'était pas la seule manière de faire. Et ça, je pense que ça a été ce que j'ai le plus désappris et appris, c'est-à-dire qu'il y a d'autres manières de faire. Et cette autre manière de faire, c'était justement de prendre beaucoup plus de temps sur la gouvernance, beaucoup plus de temps sur la préparation de certains éléments, des projets, sur les réunions collectives. En ce moment, on a un gros projet parce qu'on va changer de locaux et puis on va utiliser nos espaces de manière différente. Ça va être absolument fantastique. Mais on a énormément de points d'équipe sur le sujet. C'est très preneur de temps. Ce qui est sûr, c'est que cet investissement en temps-là, que quelqu'un pourrait considérer comme trop coûteux en termes de ressources, je sais que c'est un temps qui fera qu'après, on sera très rapide sur la mise en place et très aligné. Et c'est important. Ce serait quoi, toi, Lise-Marie, ton meilleur souvenir chez FlexJob? Mon meilleur, waouh, j'ai plein de meilleurs souvenirs chez FlexJob. J'ai aussi des moments où j'ai trouvé ça inconfortable, hein, et je pense que c'est très très important de dire ça. Il y a des moments où on est moins bon dans ce qu'on fait, dans ce qu'on essaye de faire, parce qu'on tâte. Il y a des moments où on teste et puis l'eau est trop froide, alors on sort, on n'y va pas tout de suite. Et puis des moments où on plonge et on fait le plus beau plongeon et d'un seul coup on a fait une traversée, elle était super et on se retourne et on se félicite. À titre très individuel, mon meilleur souvenir, je crois que c'est tous ces moments-là où j'apprends à désapprendre et en même temps à valoriser ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je ne dis pas, quand j'observe la manière dont on travaille et je co-construis la manière dont on travaille, je ne dis pas ce que j'ai fait auparavant, les entreprises dans lesquelles j'ai fonctionné auparavant, c'était nul. Ça ne doit pas être ça. Parce que je ne le pense pas. Je pense que ça correspond à autre chose, une autre stratégie, d'autres valeurs. Mais je pense qu'il y a certains éléments sur lesquels il est possible d'avancer. Et pour certains, c'était des éléments que j'avais déjà mis en place dans des entreprises très traditionnelles. Hein, le côté participatif, j'étais déjà en travail sur ce sujet-là. La répartition des périmètres d'autorité, lorsque j'étais RH, j'étais déjà sur ce type de fonctionnement-là. En revanche, il y a des éléments sur lesquels je pensais que ça n'était pas envisageable. Et maintenant, c'est même pas un sujet. Je te parle d'horaire complètement libre. C'est pas un sujet pour travailler d'un endroit ou d'un autre. C'est pas un sujet. Les congés, c'est pas un sujet. Et je me dis peut-être que ça, il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans, je voyais pas exactement les choses de ce type-là. Donc j'aime ce côté à la fois désapprendre et réapprendre, et j'aime la nuance. J'aime la nuance nouvelle que ça m'amène. Et le plus beau souvenir que j'ai, je crois, c'est l'enthousiasme partagé. Et c'est difficile de te donner un moment en particulier parce que c'est un enthousiasme qu'on vit au quotidien et ça, c'est une bouffée d'air. C'est une bouffée d'air frais. Ça demande beaucoup d'efforts. Hein. Par moment, je me dis que j'aimerais
moins de collectif et aller plus vite seule. Et puis rapidement, je reviens à ce collectif parce que justement, ça me nourrit et que j'apprends et que je peux transmettre. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Et puis le moment où j'ai eu le plaisir le plus intense, sans doute, c'est quand on a mis la dernière touche à des projets de transformation pour des entreprises qui avaient des projets très ambitieux, où 1 an avant, on se disait qu'il y avait quand même du pain sur la planche, et on a des gens qui reviennent vers nous en disant qu'ils ressemblent pas aujourd'hui à ce qu'ils étaient hier, et on parle d'entreprises qui sont des très grosses entreprises dont on n'imaginerait pas nécessairement qu'ils changent, avec des gens qui se saisissent davantage de leur profession, de ce temps de travail, qui les occupent tout le temps, auxquels ils donnent davantage de sens, qui ont mis en place des éléments qu'on a emmenés en learning expédition chez d'autres confrères qui ont partagé ensemble. Et quand je vois que ça redonne de l'énergie à des gens qui étaient en perte d'énergie, eh ben, je me dis que franchement, ça valait le coup de se lever. Ouais, ça te donne de la fierté. Maintenant, je vais te poser 2 petites questions qui sont récurrentes dans mon podcast. À qui souhaiterais-tu dire merci sur ces sujets-là et pourquoi? Eh ben, écoute, la première personne à qui je voudrais dire merci, curieusement, c'est la personne qui m'a fait entrer dans mon entreprise précédente, le grand groupe dont je parle, qui s'appelle DNV, qui s'appelle Eric Salin, qui a été mon manager très longtemps et qui a été un manager mentor sur un fonctionnement à la fois très traditionnel au sens une organisation pyramidale, etc., mais qui non seulement m'a montré le bénéfice du doute quand on est manager et quand on est professionnel, et peut-être tout bêtement quand on est humain, c'est-à-dire de savoir jouer entre les moments où on amène de la certitude parce qu'il faut piloter et rassurer le collectif dans les moments de crise, et les moments où il faut savoir dire je ne sais pas. Je pense qu'il me l'a montré parce qu'on l'a appris ensemble dans les moments où c'était difficile, et j'ai vu qu'il était capable d'apprendre à dire je ne sais pas, et j'ai suivi cet exemple-là. Je crois que c'est très important de toujours garder ça en tête et de dire je ne sais pas trop de certitude. Il faut avancer avec confiance, mais pas trop de certitude. Ça fait que ça aide à fonctionner en incertitude, et Dieu sait si on en a besoin aujourd'hui. Ça, c'est la première personne. Et la deuxième personne, il me sans doute que c'est Jérémy Bataille, que j'ai rencontré il y a un moment maintenant, qui était encore plus jeune à l'époque, et on avait peut-être des expériences très différentes, et pourtant on avait des intuitions qui se retrouvaient, et on a trouvé des mots communs pour collaborer sur ce sujet, et qui a su, je pense, moi, m'accueillir et me montrer que c'était possible de créer un collectif avec des gens très différents et de co-construire ensemble avec patience, envie et enthousiasme. Et je trouve que c'est très inspirant. Voilà. Merci pour eux. Et quel est le dernier concept que tu as découvert sur ces sujets-là? Ah, le dernier concept que j'ai découvert, on va dire plutôt le concept auquel je suis en train de réfléchir le plus là, avec quelqu'un qui m'inspire beaucoup aussi. Alors, bon, je vais pas citer son nom en entier parce que je sais pas si elle voudrait, mais je remercie beaucoup Elodie sur cette inspiration-là. Je crois que c'est le concept de cohérence. Je pense que c'est un petit peu le mot de l'année 2022, la cohérence et la pertinence. C'est-à-dire que est-ce que mon organisation est cohérente par rapport au comportement que je veux encourager dans mon entreprise? Si par exemple, je veux encourager l'autonomie, est-ce que la manière dont je suis structurée, la manière dont les managers prennent les décisions, reportent ces décisions auprès de leurs équipes, est-ce que c'est pas contradictoire? Est-ce qu'il n'y a pas des éléments sur lesquels je peux mettre en cohérence organisation et stratégie, ou bien organisation et comportement, ou bien stratégie et comportement? Et je travaille avec une entreprise que j'aime beaucoup depuis 3 ans sur ces sujets-là. Ce ne sont pas des sujets simples, mais c'est très inspirant. Donc j'aime beaucoup cette réflexion-là. C'est la deuxième fois que je dis inspirant, tu vois, je me sens inspirée. Très inspirée. Eh ben, Lise-Marie, je te remercie vraiment très chaleureusement pour cet entretien, Merci Cécile. Et je te remercie surtout pour toute la nuance que tu apportes, l'humilité dont tu fais preuve dans tout ce que tu amènes, parce que c'est vraiment très inspirant, très intéressant. Mais mais je te remercie beaucoup, je rougis derrière. Tu y mets toujours beaucoup d'humanité dans ce que tu dis, donc vraiment. J'en suis ravie, je pense que c'est important. Je pense que si j'avais un dernier truc à dire, c'est ça. C'est savoir dire je ne sais pas pour pouvoir apprendre, hein, se dire qu'on apprend, on n'apprend pas ce qu'on pense qu'on sait déjà. Moi, j'ai dû beaucoup diminuer ma sensation, ma perception d'expertise. Ça a été très inconfortable par moments, mais c'est un chemin que je continue à apprendre, et ça me semble crucial. Et puis je pense qu'il faut se souvenir que pour faire les choses ensemble, il faut se souvenir qu'on les fait pas tous pareil, et que c'est possible. Merci beaucoup à toi, Lise-Marie. Merci Cécile, je te souhaite une très bonne
bonne journée. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressée de le savoir. Alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas. À bientôt!